Bonjour et bienvenue dans cette première séquence consacrée à la lumière. Alors, puisque c'est une première séquence, eh bien, il s'agit bien sûr d'une introduction, je n'irai donc pas bien loin ici, je vais me contenter d'aborder la question « Qu'est-ce que la lumière ?» Cette question, il faut la comprendre dans le sens « Quelle est la nature physique de la lumière? De quoi est faite la lumière ?» C'est une question essentielle qui préoccupe l'homme depuis la nuit des temps, tout simplement parce que la lumière, eh bien, elle nous est essentielle. C'est grâce à la lumière qu'on voit, c'est donc également grâce à la lumière qu'on appréhende le monde dans lequel on vit. Et justement, quand on observe le monde qui nous entoure, eh bien, on constate une différence fondamentale entre la lumière et le reste du monde. Notre monde, il est fait de matière, ce sont des objets qu'on voit, ces objets, ils ont des formes, on peut les toucher, ils ont une masse, et ces propriétés-là, eh bien, la lumière, elle en est dépourvue. Quand il y a de la lumière, elle semble être partout à la fois, elle n'a pas de forme, on ne peut pas la toucher, et elle n'a pas de masse. Donc on constate cette différence fondamentale entre la nature physique de la lumière et la nature de notre monde matériel. Et cette différence fondamentale, eh bien, elle a intrigué l'homme. Tout au long de l'histoire des sciences, les hommes ont essayé de comprendre la lumière et ont proposé d'ailleurs des modèles physiques de la lumière, tels que Newton, par exemple, au XVIIe siècle, qui a proposé le modèle corpusculaire de la lumière. Alors, selon Newton, une source de lumière, eh bien, c'est une source de particules, qu'on appelle donc des corpuscules, qui s'en vont à très grande vitesse, comme ça, partout dans l'espace. Selon Newton, ce modèle permettait d'expliquer pas mal de choses, et c'est vrai, ça a permis à Newton d'expliquer le comportement de la lumière dans de nombreuses situations. Mais ce modèle n'était en fait pas satisfaisant, parce qu'il ne permettait pas d'expliquer toutes les propriétés. Et des propriétés, parfois très importantes, n'étaient pas expliquées par ce modèle. Et donc voilà, ce modèle en fait n'était pas conforme à la réalité observable, à la réalité expérimentale, et donc il a été abandonné. Ce n'est en fait que bien plus tard, il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour comprendre la nature physique de la lumière. Il a en fait fallu attendre James Maxwell, qui vers 1860 a proposé un modèle qu'on appelle le modèle électromagnétique de la lumière. Selon Maxwell, la lumière est faite d'ondes électromagnétiques telles que l'onde qui est représentée ici. Donc une onde électromagnétique, c'est une oscillation du champ électrique qu'on voit ici en bleu, qui est synchronisée à une oscillation du champ magnétique qu'on voit ici en rouge. Alors, Maxwell a fait cette proposition sur base d'une étude théorique, sur base des équations de l'électrodynamique. Ce sont des équations qu'il a formées lui-même, elles portent d'ailleurs le nom d'équations de Maxwell, bien souvent. Et voilà, c'est en étudiant les solutions de ces équations que Maxwell s'est rendu compte de l'existence de ces ondes électromagnétiques. Et il a proposé que la lumière soit constituée d'ondes électromagnétiques. Ce qui a été vérifié depuis abondamment. On peut maintenant expliquer toutes les propriétés de la lumière. Et donc ce modèle mathématique de Maxwell est le modèle qui est encore utilisé actuellement pour étudier la lumière, pour expliquer les phénomènes lumineux. Alors voilà, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette séquence. Alors bien sûr, je vais te l'expliquer de manière très très simplifiée. Je ne vais pas aborder ces équations qui sont très compliquées. On y viendra sans doute un jour. Mais pour le moment, je vais me contenter ici d'une explication très simple. Donc voilà, je vais me contenter ici de partir du contexte. Tu l'as compris, le contexte, c'est le champ électrique, le champ magnétique, et on sait que ces deux champs, eh bien, ils sont dus aux charges électriques. Et donc je vais commencer mon explication en te proposant ici une charge électrique. Alors, une charge électrique, par définition, elle génère un champ électrique. Voilà le champ électrique de cette charge. Voilà, en tout point de l'espace, on peut trouver un champ électrique. Je vais le représenter en quelques points, comme ceci. Voilà, le champ électrique est dirigé ici dans le sens qui s'éloigne de la charge. Ça veut dire que je suppose ici une charge positive. Si cette charge était négative, le champ serait dirigé vers la charge. Voilà, donc c'est pas ça que j'ai considéré. Je considère bien ici une charge positive. C'est par exemple un proton. Le proton qui est donc le noyau de l'atome d'hydrogène. Ceci est un atome d'hydrogène dépourvu de son nuage électronique.
Et voilà donc ce proton qui génère un champ, en particulier en ce point-là, j'ai un champ électrique. Voilà, je vais isoler ce point-ci. Le champ électrique qui est en ce point-là signifie que ce proton a une influence ici dans son environnement. Il a une influence sur l'espace qui est là. Mais qu'est-ce que ça signifie un champ électrique? Rappelle-toi, le champ électrique en fait représente un champ de force. Si j'ai un champ électrique en ce point, ça veut dire que si j'y mets une charge, un deuxième proton par exemple, eh bien ce proton va subir une force dans le sens de ce champ électrique. Voilà, et cette force, bien sûr, si elle agit ici sur un proton qui est libre de bouger, ben, il va tout de suite être repoussé. C'est une force répulsive qu'on a ici exercée par ce premier proton. Voilà, donc ça c'est les bases de l'électricité. On constate donc que la force électrique est en fait une force qui s'exerce à distance. C'est l'influence que ce proton a dans son espace environnant ici, qui se traduit par l'existence d'un champ électrique qui lui-même se traduit par l'existence de force. Quand on vient mettre une charge électrique ici, il y a une force sur cette charge parce qu'il y a ce champ. Voilà, donc ça c'est la base de l'électricité que tu connais déjà très bien. Donc maintenant je vais habiller ici ce proton de son nuage électronique pour en faire un atome d'hydrogène. Alors le nuage électronique, lui, il a une charge qui est égale à celle du proton, mais de signe opposé, c'est une charge négative. Et donc le champ qui est dû à ce nuage électronique, c'est un champ qui sera tout simplement opposé à celui-ci, c'est un champ qui pointe vers le centre ici de la charge négative, qui est le même centre que le proton d'ailleurs ici. Et puisqu'il s'agit de la même charge en valeur absolue que celle du proton, ben, le module de ce vecteur est le même que celui-ci. Voilà, alors la force exercée par le nuage électronique sur une charge ici, je vais reprendre le proton, voilà, ben, ce sera forcément une force qui sera opposée, c'est une force attractive par rapport à la répulsion qu'on avait ici tout à l'heure, plus F, moins F. Et bien sûr, ces deux forces s'équilibrent exactement, tout simplement parce que la charge de l'électron ici est l'opposé de la charge du proton. On a donc bien l'opposé de la force ici. Moins F plus F, ça donne 0. Ces deux forces s'équilibrent. Il n'y a donc pas de force totale. Et j'aurais pu le dire tout de suite avec le champ électrique d'ailleurs. Ces deux champs électriques ici s'ajoutent l'un à l'autre et se neutralisent, bien entendu. Il n'y a tout simplement rien qui se passe dans l'environnement d'un atome. Un atome est un objet a priori très ennuyeux. Il n'y a rien de particulier qui se produit. Mais ceci, en fait, ce n'est pas vrai, parce que on peut en fait déstabiliser un atome. Cet atome ici ne génère pas de champ quand il est dans sa situation d'équilibre, de repos. Mais en fait, je peux déstabiliser cet atome. Et ça, je peux le faire tout simplement en chauffant, par exemple. C'est une manière de déstabiliser un atome, de le faire se déformer. Voilà, donc c'est ce qui se passe par exemple dans la flamme d'une bougie. Dans la flamme d'une bougie, on a une réaction exothermique ici qui provoque de l'agitation thermique, de la chaleur. Et on a donc des molécules ici, des gaz de la combustion ici. Il y a beaucoup d'agitation thermique sur ces molécules. Les atomes de ces molécules donc, subissent beaucoup de collisions, comme je vais le représenter ici. Et une collision conduit à une oscillation. L'atome se met à vibrer. Et cette vibration, eh bien, elle est intéressante. Tu vas voir pourquoi. Je vais représenter l'atome dans son état déformé, ici, d'amplitude maximale, et je vais m'intéresser au champ en ce point-là. Alors le champ, je vais le construire en deux étapes. Je vais d'abord prendre le champ du proton, qui est ici, voilà. Il est légèrement incliné vers le haut maintenant, puisque le proton est plus bas ici que ce point. Et puis je vais prendre le champ du nuage électronique. C'est un champ qui va pointer vers le nuage électronique, vers le centre du nuage électronique que je vais indiquer ici, avec une petite croix. Et donc voilà, ça c'est le champ qui est dû au nuage électronique. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate cette fois que ces deux champs ne s'annulent pas. Ils ne sont plus sur la même ligne, et on voit donc que la somme vectorielle, que je vais construire ici, en mettant l'origine de ce deuxième vecteur à l'extrémité du premier, j'ai bien la somme vectorielle qui me montre ici un petit vecteur champ électrique non nul. Voilà, j'ai donc ici, à côté d'un atome déformé, je vois apparaître un champ électrique. Voilà, donc maintenant je vais représenter ce qui se passe dans la situation symétrique, quand le nuage est déformé ici mais vers le bas. C'est forcément la situation symétrique que je vais obtenir ici. On peut facilement s'en rendre compte.
le champ ici du proton, le champ du nuage électronique. Les deux vont se combiner, bien sûr, pour donner le champ opposé à celui-ci. Et donc voilà, on voit que quand l'atome va se mettre à vibrer ici, à osciller, eh bien on va voir le champ qui va alterner entre ces deux positions, comme le montre ici cette animation. Alors ça veut dire que si je mets une charge électrique ici, hein, j'ai de nouveau placé un proton ici, en cet endroit-là de l'espace, ça veut dire que le proton il va tirer vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut, puis vers le bas. Il va se mettre aussi à osciller. Hein, on voit que l'interaction à distance qu'on peut avoir entre un atome qui se déforme et une charge électrique dans son environnement, eh bien cette interaction va devenir ici dynamique. Hein, voilà, le champ oscille, et donc la petite charge qui est ici oscille, bien sûr, puisqu'elle est tirée alternativement vers le haut et puis vers le bas. Voilà. Donc voilà, maintenant ce que Maxwell a découvert, en fait, c'est que cette interaction à distance, dynamique ici, n'est pas une interaction instantanée. Hein, le champ électrique, dans l'environnement de l'atome ici, n'est pas établi de façon instantanée dans tout l'espace. En fait, quand on est à une certaine distance ici, de l'atome, quand l'atome est déformé, je vais par exemple ici déplacer le nuage électronique vers le haut, eh bien le champ électrique ici, qui sera aussi dirigé vers le haut, ne va pas apparaître tout de suite. Hein, c'est ce que je vais te montrer ici. Voilà. Tu as vu qu'il y avait un certain temps pour que le champ électrique apparaisse. Je vais remettre l'atome dans sa position d'équilibre ici. Tu vas voir que le champ, effectivement, il lui faut un certain temps pour s'annuler. Voilà. Ça, c'est ce qu'ont montré les équations de l'électrodynamique ici. Hein, c'est ce que Maxwell a découvert en étudiant ces équations. Et le phénomène est d'autant plus marqué qu'on se trouve loin de l'atome. C'est ce que je vais considérer maintenant. Plutôt que de prendre un point tout proche ici, je vais m'éloigner, je vais venir ici. Et tu vas voir que le délai, eh bien, il est plus grand. Voilà, le champ est apparu seulement maintenant. Je vais repasser à la position d'équilibre et voilà, le champ s'annule. Voilà, et donc, plus on va loin, plus ce délai est important. Et donc, ce que Maxwell a constaté avec ces équations, eh bien, c'est que le champ est établi dans l'espace de manière progressive. L'interaction à distance que représente l'interaction électrique n'est pas une interaction simultanée. C'est bien une interaction à distance, mais il faut un temps pour qu'elle se fasse ressentir. Donc voilà, je vais représenter ça maintenant avec 4 points distincts, et tu as compris, quand je vais déformer ici l'atome, eh bien le champ électrique apparaîtra en dernier lieu au point le plus éloigné. C'est ce qu'on va voir ici. Voilà, tu vois que ici, il est apparu en dernier lieu. Alors le champ est plus petit ici parce qu'on est plus loin de l'atome, mais voilà, par la suite je ne rentrerai pas dans ce détail. Ce qui m'importe ici, c'est la dynamique d'établissement du champ électrique. Donc voilà, je vais remettre l'atome à sa position d'équilibre et tu vois que de proche en proche, le champ s'annule à nouveau. Je vais recommencer. En fait, tu vas voir ici, quand je vais déformer l'atome, le champ apparaît ici progressivement, un petit peu comme si une vague envahissait l'espace. Une vague de champ électrique apparaît comme ceci. Et maintenant, quand je vais le remettre dans sa position d'équilibre, eh bien, c'est une vague d'extinction comme ceci du champ électrique qui apparaît. Et ce que Maxwell a montré avec ses équations, eh bien, c'est que la vitesse d'établissement du champ au travers de l'espace ici, eh bien, c'est la vitesse de la lumière. C'est 300 000 km à la seconde. C'est une vitesse gigantesque, beaucoup plus grande que ce que je te montre ici sur le schéma. Mais voilà, le principe, il est bien là. Et donc, quand maintenant je vais opérer ici une oscillation, comme ça se passe quand on chauffe un objet, l'atome est déstabilisé, il va se mettre à osciller, et il va se mettre à générer un champ oscillant ici, avec des temps qui seront légèrement différents. Ce sera chaque fois de plus en plus tard qu'apparaît ici le champ électrique. Et voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si tu le vois, mais on voit apparaître ici une espèce d'onde. Si je prends ici le maximum, on voit que le maximum du champ s'établit à une certaine vitesse dans l'espace. Pour guider ton œil ici, je vais indiquer l'onde. Voilà, on le voit très clairement. Si je prends la position maximum ici, ceci devrait t'aider à le voir. J'ai bien ici le maximum de champ qui passe progressivement d'un point à l'autre de l'espace. Ça, c'est ce que Maxwell a donc découvert avec ses équations. C'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique.
magnétique. Alors voilà, l'onde électromagnétique que je te montrais tout à l'heure, la voici. Alors ici, elle n'est représentée que pour le champ électrique. On peut montrer que des charges qui bougent comme ça génèrent aussi un champ magnétique, mais c'est un peu plus compliqué, on n'a pas besoin de ça pour comprendre les fondements de la nature physique de la lumière. Donc voilà, on va se contenter dans mes explications ici du champ électrique. Alors voilà, on voit ici que l'interaction électrique à distance, elle est retardée, mais elle est bien là. J'ai bien ici un champ qui oscille. Et si tu places ton œil sur le chemin de cette onde, eh bien, tu vas voir, tout simplement. C'est le principe de la vue, c'est ça qui fait qu'on perçoit la lumière. Alors j'ai représenté un œil ici, avec la pupille, bien sûr, qui laisse passer l'onde. Et ici, au fond de ton œil, on a la rétine, avec un champ qui oscille ici, du bas vers le haut. Voilà. Alors juste une petite mise au point ici. Tu pourrais te dire que l'onde ici, elle ne rentre pas parce qu'elle vient cogner les bords de la pupille. Alors là, fais très attention. Il faut bien comprendre ce que représente ici cette onde. Cette onde représente juste l'amplitude du champ électrique en chaque point. En tous les points de l'espace, ici, j'ai un champ électrique. Si je fais un instantané, à un temps donné, je fais une photo de cette onde, je vais avoir quelque chose comme ceci. Donc quand on représente une onde de champ électrique, il faut bien comprendre que ce qu'elle représente, c'est la valeur du champ électrique sur la droite qui est ici. Je peux la mettre en évidence sur mon schéma ici. Voilà la droite pointillée. Cette onde ne fait que représenter le champ électrique en ces points de la droite. Exactement comme ici. Il n'y a absolument rien qui se déplace. Ce n'est pas une onde de déplacement qu'on pourrait l'avoir sur une corde. Si ceci était une corde, effectivement, elle taperait sur les bords de la pupille ici. Et l'onde ne passerait pas. Mais ce n'est pas du tout ça que ça représente. Je suis en train de représenter le champ ici sur une ligne droite. Qui est ici, c'est la même ligne droite que j'ai ici. Donc voilà, il n'y a pas de problème, cette onde va bien rentrer dans ton œil, va venir ici, jusqu'au fond de ton œil. Et au fond de ton œil, qu'est-ce qu'on a? On a la rétine. Et la rétine, elle est constituée de tissus biologiques, c'est-à-dire de molécules, d'atomes, de charges électriques. Et ça, je vais le symboliser ici, voilà. Si on mettait une charge électrique ici, ce qui est bien le cas, tu as bien des charges électriques au fond de l'œil, eh bien, elle se met à osciller parce qu'elle se trouve dans un champ oscillant. Un champ oscillant qui est oscillant parce qu'il y a un atome ici, quelque part devant ton œil, qui oscille. Et donc voilà, cette charge électrique, elle oscille dans la rétine. La rétine est faite de molécules sensibles à la lumière. Alors là, je vais passer les détails, bien sûr. Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une réaction à la lumière, une réaction de type électrochimique, qui va générer un signal donc électrochimique, qui sera le signal qui va se promener ici le long du nerf oculaire. Et puis voilà, ce signal va arriver jusqu'à ton cerveau, il sera traité ici à l'arrière du cerveau, dans le centre visuel du cerveau, pour former une image. Alors l'image ici, c'est juste un point lumineux qu'on va voir, comme ceci. Alors, ça on t'a déjà expliqué, la formation des images par l'œil, mais je vais y revenir ici, pour que les choses soient bien claires, pour qu'on comprenne bien ce qu'est la lumière. Donc voilà, tu as compris que cet atome qui vibre ici génère une vibration au fond de ton œil, et que tout le système du cerveau, tout le système cérébral te permet de transformer cette petite gratouille que tu as ici au fond de l'œil en un signal qui est lumineux. C'est l'interprétation que le cerveau nous en donne. Ce n'est pas une petite gratouille, une petite chatouille où on est au fond de l'œil, c'est ça qu'on perçoit. C'est la perception de la lumière. Voilà, donc ça, en général, c'est représenté par un rayon lumineux, et la source de lumière, en général, ce n'est pas qu'un atome, on représente ça comme un point source ici. Ça sera un petit paquet d'atomes ici en train de vibrer et qui mettrait des ondes partout dans l'espace. Ça, c'est l'explication qu'on t'a donnée. Donc j'ai des rayons lumineux qui passent partout dans l'espace. Il n'y en a qu'un, bien sûr, qui va passer ici par la pupille. Les autres, ils ne passent pas jusqu'à ta rétine puisqu'ils sont arrêtés par la cornée de l'œil ici. Donc voilà, on a ici une tache lumineuse qui se forme parce que ce rayon, qui est en fait une onde électromagnétique, arrive à agiter les charges ici au fond de ton œil. Voilà, alors ce petit groupement d'atomes, ça pourrait par exemple être le groupement d'atomes qu'on a ou de molécules qu'on a dans une flamme de bougie. Voilà, donc je peux représenter un atome de la pointe de la bougie ici, il est en train d'émettre
des ondes partout dans l'espace, mais on ne prend que celle qui passe par la pupille, et donc elle va former une tache ici dans le bas. Donc la pointe de la flamme va se retrouver ici dans le bas. Et si je prends une zone d'atomes ici oscillant dans la base de la flamme, je vais la retrouver ici en haut, puisque forcément il n'y a que les ondes qui passent par la pupille qui passent jusqu'à la rétine. Et donc c'est bien là que l'image sera formée. Cette fois-ci je suis dans le haut de l'image ici. Et voilà, je peux encore prendre un quatrième point comme ceci, tu connais bien le principe de formation de l'image, c'est le principe de la chambre noire, du sténopé. Voilà, donc je peux faire ça pour tous les points de la flamme, et je vais trouver la flamme comme ceci, qui sera bien sûr renversée, puisqu'un point qui était bas se retrouve là-haut, un point qui était haut se retrouve là en bas. Mais bien sûr, notre conscience renverse cette image, et nous on voit l'image de la bougie, donc à l'endroit exactement comme elle est en réalité. Donc voilà, ça c'est le principe de la vision. On voit grâce à la lumière, on voit grâce à ces ondes électromagnétiques représentées ici par des simples rayons lumineux. Donc voilà, ces rayons lumineux sont des ondes électromagnétiques qui sont solution des équations de l'électrodynamique ici de Maxwell. Alors, ben voilà, je peux représenter de nouveau cette représentation schématique de l'onde électromagnétique proposée comme modèle de la lumière par Maxwell. Voilà, donc on voit grâce à cette agitation, ce que montre ici cette animation, c'est que si on voit quelque chose, c'est parce qu'il y a une agitation ici au fond de l'œil, une agitation des charges électriques qui est due à l'interaction à distance avec l'atome ici qui est constitué de charges oscillantes. C'est ça la leçon qu'il faut retenir, en fait, cette onde électromagnétique, elle n'en fait rien d'essentiel. Elle permet de comprendre comment le champ évolue en tout point de l'espace. Mais si je ne m'intéresse qu'au fond de l'œil ici, eh bien, je n'ai pas besoin de cette onde. Je sais qu'il y a ici un nuage électronique oscillant, et que ce nuage électronique oscillant crée un champ électrique ici. On ne le voit pas bien, je vais supprimer l'œil pendant un temps. Il crée un champ oscillant ici. Voilà, et si ce champ oscillant est précisément au fond de ton œil, eh bien, les charges électriques vont osciller, vont créer un signal qui va te donner l'image. Et donc voilà, avec cette vision assez minimaliste de la lumière, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose à représenter ici, en fait. La lumière, c'est en fait juste une interaction à distance. Une interaction variable à distance. On pourrait dire une interaction retardée également, puisqu'on sait qu'il faut un certain temps pour que l'information de la position du nuage électronique ici passe en ce point. Mais ça, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel de retenir dans tout ce que je t'ai raconté ici, c'est que la lumière, c'est en fait juste la manifestation de l'interaction électrique à distance. Voilà, c'est grâce à ça qu'on perçoit la lumière. C'est un modèle, c'est une vision, c'est le cas de le dire, très minimaliste de la lumière, qui te montre que la lumière est en fait un concept physique assez subtil. La subtilité de ce concept, d'ailleurs, conduit souvent à de la confusion. Si, par exemple, maintenant je te dis que la lumière est invisible, un petit peu comme je te le propose sur ce schéma, on ne voit plus rien, c'est juste une interaction à distance. La lumière est invisible. Tu ne vas pas trop comprendre ce que je vais te dire, et pourtant c'est bien vrai, la lumière est réellement invisible. Alors si cette question-là t'intrigue, eh bien je te propose de venir voir la prochaine séquence qui est consacrée à ce thème. La lumière est invisible. Voilà, n'hésite surtout pas à venir. En attendant, je te remercie pour ton attention et te dis à bientôt.